Merci à vous. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de vieillissement dans nos prospectives. Nous, c'est notre présent en fait. Donc moi, je suis le médecin-colonel David Poubelle, je suis médecin-chef du SDIS 28. Et je suis Anne-Laure Chavigny, je suis infirmière sapeur-pompier, infirmière libérale et coprésidente de la CPTS Sud 28. Et donc je vous prie d'excuser Madame Evelyne Lefebvre, vice-présidente en charge de la santé et conseillère départementale vice-présidente en charge de la santé, de l'autonomie et de l'enseignement supérieur qui nous suit sur ce dossier-là. Juste pour poser un petit peu les choses, donc je vous invite à venir en Eure-et-Loire, surtout si vous êtes professionnel de santé, puisqu'il paraît qu'on a un désert médical, donc ça tombe bien, comme on n'est pas nombreux, on est bien obligé de trouver des idées. Pas mal de choses à visiter, on est proche de Paris, on a Stéphane Bern qui est chez nous, donc enfin venez s'il vous plaît. Sinon, 434 000 habitants au dernier recensement. Une situation géographique qui est en train de se dégrader pour nous progressivement avec deux volets. Il est prévu une baisse de la population générale et surtout un vieillissement avec en 2070 31% de la population qui aura plus de 65 ans et on sait qu'entre 2025 et 2045, c'est là où l'augmentation va être la plus forte. Quand on prend un petit peu notre département, en fait, on a ce que certains élus de chez nous qualifient de l'EHPAD à ciel ouvert, qui est sur les zones les plus sombres. Donc on a un très très gros enjeu à notre niveau pour réussir notre virage domiciliaire, c'est-à-dire de maintenir au maximum les personnes chez elles au domicile. Et manque de chance, dans les zones où c'est le plus touché, ce sont les zones les plus rurales, donc on verra que ça pose un certain nombre de difficultés. De plus, donc, on est dans une difficulté actuelle, tant en termes d'offres de soins que de soutien des aidants et aussi en termes d'aide à domicile. Donc on est vraiment dans une démarche de prévention, d'anticipation de la perte d'autonomie, qui est un objectif au niveau du département extrêmement important. Juste avant de poursuivre, je vous rappelle que là, on va vous présenter un dispositif de prévention secondaire. Dans le cadre des chutes, la prévention primaire, c'est il y a eu une chute, il n'y a pas de chute, on met en place des choses en amont pour les repérer et pour les éviter. Nous, on va être en prévention secondaire, il y a eu une chute, les gens vont rester à la maison et on va voir comment les éviter. Et puis, il y a la prévention tertiaire, hélas, il y a une chute, il y a une blessure, les gens vont aller à l'hôpital et ce qui va se poser comme question, c'est dans quelles conditions on fait revenir la personne au domicile. Donc, on a pas mal réfléchi ensemble, on a commencé en 2020, on a développé un projet, on a commencé sur un tout petit territoire, qui est une équipe de soins primaires. On a commencé ça en 2022. Avant de vous présenter le projet, il faut quand même présenter les trois partenaires pour essayer de comprendre pourquoi c'est ces trois partenaires-là qui ont travaillé ensemble. Donc d'abord l'Eure-et-Loire, le conseil départemental d'Eure-et-Loire avec tous ses services qui sont en charge de l'autonomie. Globalement, on a une direction de l'autonomie qui pilote, finance et contrôle les différentes actions, notamment celles menées conjointement avec l'ARS. On a la maison départementale de l'autonomie, si on veut résumer, ils sont plutôt en back-office, ils vont gérer les dossiers, gérer en fait les différents budgets et aussi l'information. Et puis on a le bras armé avec les travailleurs sociaux qui sont répartis sur tout le territoire en MDSC, maison départementale, santé et citoyenneté. Donc on en a sur Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Dreux, qui sont les préfectures et sous-préfectures du département. Alors quelques points phares dans l'émission. Il y a le soutien financier de tout le secteur du domicile, les actions de prévention et de perte d'autonomie, le transport des élèves en situation de handicap, l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, la PCH, qui est la prestation compensatoire de handicap, des aides à la vie partagée, notamment tout ce qui est habitat inclusif. Quelques chiffres, hein, c'est 6 000 bénéficiaires de l'APA à domicile, avec une augmentation assez importante ces dernières années. 36 000 Auréliens qui sont reconnus comme vivant en situation de handicap, 12 000 dossiers chaque année présentés à la MDA, et on est à peu près à 14 600 accueils physiques et 15 000 appels pour nos MDSC. Le SDIS. Donc le SDIS, bien évidemment, on a deux missions principales. Secourir, donc on a eu à peu près 146 000 appels reçus en 2022, un peu plus de 31 000 interventions, on avait pas mal augmenté nos interventions par rapport à 2021. Le secours à personne, SUAP, c'est ce qui est majoritaire. Et puis on a aussi, il ne faut pas oublier, le SDIS, il a un rôle de prévention, avec tout notre service de prévention qui va faire les études et les visites de conformité dans tout ce qui est le cadre de la sécurité incendie. Et c'est grâce à ça que le nombre de sinistres a diminué. Donc il y a des enjeux dans la prévention et on sait le faire.
Les relevages pour le SDIS, c'est quoi? En 2022, c'est près de 6% de nos missions. En Eure-et-Loire, il n'y a que le SDIS qui fait les relevages. Il y a eu une période où c'était aussi les transporteurs sanitaires privés sur des fonds qui étaient dédiés par le conseil départemental. Le conseil départemental a décidé de supprimer ces fonds-là et de dédier entièrement la mission au SDIS, donc c'est dans nos missions SUAP. Et on a une augmentation très importante que je n'explique pas encore aujourd'hui entre 2021 et 2022 de nos missions pour relevage sur le département. Donc, ensuite, le deuxième partenaire, c'est donc la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017, qui regroupe 270 acteurs de santé. La CPTS Sud 28 a d'emblée fait le choix d'inclure dans les acteurs de santé les professionnels de santé, mais aussi le médico-social, le social et toutes les pratiques complémentaires. Donc, notre association comprend 4 équivalents temps plein avec une directrice, une opératrice des soins non programmés, une secrétaire administrative et un éducateur en activité physique adaptée. Donc, le territoire regroupe 55 000 habitants. Parmi nos 6 missions qui sont la prévention, l'accès aux soins, la qualité, pertinence des soins, la gestion de crise, l'accompagnement des professionnels de santé et les parcours de soins, notre parcours du maintien à domicile dans lequel on vous présente cette expérimentation comprend donc 2 de nos missions qui sont la prévention pour les chutes et puis le parcours de soins puisque ce dispositif est dans le parcours de maintien à domicile. Alors on a commencé par ce qu'on va appeler un proof of concept. On a commencé sur un tout petit territoire sous la forme d'un protocole de soins, puisqu'à ce moment-là, il y avait une équipe de soins primaires qui se montait. Et dans le cadre des équipes de soins primaires, il était demandé notamment par l'URPS de mettre en place des protocoles de soins. De façon assez classique, un exemple de protocole de soins, c'est l'adaptation du traitement par antivitamine K par les infirmiers avec un protocole fait par les médecins. Là, nous, on a décidé de faire autre chose, parce que ça nous permettait notamment de nous affranchir d'un certain nombre de difficultés initiales. Et donc, on a travaillé. Donc, avec l'équipe de soins primaires qui regroupait en fait 11 communes, on a fait un petit laboratoire de façon à voir comment on pouvait gérer la situation avec 5000 habitants, 2 médecins généralistes, 2 infirmières libérales, un travailleur social et 2 centres de secours référents. Donc, c'était plutôt facile de communiquer ensemble. Surtout que dans le cabinet, j'avais aussi un médecin de sapeur-pompier volontaire, bien évidemment. Donc le dispositif, si on le résume, pour le SDIS, c'est repérer et signaler sur une plateforme numérique, un réseau social professionnel qualifié HDS. Une fois que la CPTS prend connaissance de ces informations, elle va faire une évaluation de l'état de santé de ce patient, donc tout un bilan santé avec le médecin généraliste qui est informé de la chute de son patient. Et puis, les informations sont transmises à la maison de l'autonomie qui va, elle, faire un bilan social de façon à mettre en place des aides adaptées, qu'elles soient matérielles, financières ou humaines. Voilà. Alors, le premier bilan, pour nous, il a été présenté au bureau du conseil d'administration du SDIS. On a réussi à inclure 22 patients usagers victimes. Donc, parmi les points forts, en fait, on a un impact du dispositif sur la prévention primaire. Entre-temps, le plan anti-chute est sorti au niveau du ministère. Et en fait, on s'est réjoui de se rendre compte que notre protocole rentrait complètement en adéquation avec le plan anti-chute dans les 5 axes. On n'a pas eu de récidive de chute sur ces patients repérés. On a un panel de situations individuelles qui, en fait, est représentatif de l'activité réelle. Et puis, la préservation de la confidentialité grâce à un groupe privé au sein de notre réseau social sécurisé. Et enfin, une communication sur le dispositif avec l'aide des élus qui nous ont beaucoup aidés sur la communication de ce dispositif. Alors après, il y avait des points améliorés du côté du SDIS, puisque moi, à ce moment-là, on travaillait uniquement sur une requête de notre système de gestion opérationnelle qui est START. La qualité de l'information, elle était perfectible. On avait une vigilance à apporter sur la notion de consentement du patient, partage de l'information qu'on a pris en compte dès le départ, réduire les délais de signalement, que ce soit à notre niveau ou l'intervention des acteurs, impliquer un peu plus les sapeurs dans la démarche, mais là on était vraiment sur une démarche exploratoire, et mieux informer les usagers du dispositif. Le conseil d'administration, à la suite de ce bureau, on est passé à un soutien extrêmement fort des élus.
Ce soutien, il s'est matérialisé en fait par la signature le 17 novembre 2023 d'une convention. On est sorti du protocole de soins, on travaille par convention aujourd'hui, entre 3 acteurs, et ce qui témoigne d'une volonté politique de favoriser le maintien à domicile. On s'inclut dans le plan Ma Santé 2028 Eurélien, d'une dynamique de coopération des acteurs de santé, du secours, du médico-social au sein d'un premier territoire, et d'une capacité à innover localement en cohérence avec la politique nationale du plan anti-chute. Il n'y avait aucune mesure de prévention secondaire dans le plan anti-chute. Par contre, les différents axes sont ceux du plan anti-chute, qu'on fasse de la prévention primaire ou de la prévention secondaire. Donc ensuite, on a dupliqué, c'est-à-dire qu'on a fait à peu près x10 en nombre d'habitants, puisqu'on a étendu sur l'ensemble de la CPTS 64 communes, 23 médecins généralistes, 54 infirmières libérales, 4 travailleurs sociaux et 10 centres de secours. Ce bilan, on l'a présenté récemment à l'ensemble des acteurs en fait, qui ont participé à l'expérimentation. Donc voici un petit peu le bilan actuel de l'expérimentation sur l'ensemble de la CPTS Sud 28 qui correspond peu ou prou à un arrondissement qui est celui de Châteaudun. Du point de vue du SDIS, donc nos différentes actions, si on rappelle un petit peu nos missions, le CTA CODIS traite l'alerte, envoie les secours, nos sapeurs-pompiers réalisent le relevage, le bilan au SAMU, on vérifie qu'on peut bien laisser la personne au domicile, ils recueillent ensuite les informations à caractère social, ils informent la victime du dispositif, ils transmettent une fiche de signalement, je vous en reparlerai après, et puis nous au niveau de la sous-direction santé, on collige en fait tous ces éléments, à la fois les fiches de signalement et notre requête, et on va concaténer l'information, la recouper pour vérifier qu'on est bien exhaustif. Et on transmet ensuite, de façon sécurisée, une fois par semaine sur le réseau social numérique, au sein d'un groupe privé, ces informations-là, qui est accessible à la fois à nos collègues de la CPTS et de la MDA, afin que rapidement on puisse prendre en compte ces éléments-là. De notre point de vue, alors du point de vue du SDIS, déjà, on est à peu près à 78% des personnes qui n'ont pas refait de nouvelles chutes sur la période de l'expérimentation. Et là, on continue, parce que bien évidemment, cette expérience n'est pas terminée, on a des chiffres qui, peu ou prou, sont similaires. On a des gens qui n'ont pas récidivé, des gens qui sont tombés 2 fois. On a aujourd'hui des conventions d'intervention à caractère social qui sont réalisées, et souvent, en fait, ça s'est décalé, je suis désolé, la collab, puisque en fait, on a des signalements de chute qui sont plutôt sur des multi-shooters, 3, 4, 5, 6, 7 chutes, mais une chute, 2 chutes passent complètement dessous des radars. Et les signalements par les sapeurs-pompiers, c'est plutôt 7, 10, 11 chutes où ils nous disent « Docteur, il faudrait faire quelque chose, on n'arrête pas d'aller chez cette personne-là ». Et dans le même temps, les services sociaux, la CPTS, personne n'est au courant. Ça tombe bien, on a parlé des démarche qualité ce matin, je n'étais pas au courant, en tout cas, on a travaillé comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Communication auprès des chefs de centre, pour bien expliciter le dispositif. Mise en place d'un flyer explicitant la démarche auprès des personnes relevées après une chute. Mise en place de la fiche de signalement permettant d'améliorer la qualité de l'information transmise. Et moi, j'ai dédié cette mission-là sur une de mes assistantes, qui permet aujourd'hui, en fait, d'avoir des délais de transmission beaucoup plus courts et surtout de fiabiliser l'information. Voilà l'exemple de notre flyer qu'on laisse à domicile. C'est un document papier. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Quels sont les partenaires? Qu'est-ce que le dispositif? La possibilité de refuser et les mentions RGPD. Dans les possibilités de refuser, pour l'instant, je viens d'avoir, il y a 15 jours, non pas mon premier refus, mais une famille qui m'indique « Est-ce que vous voulez vraiment venir nous voir? Parce que globalement, on a ça et ça qui est à domicile. Le médecin traitant, c'est telle personne et c'est tel travailleur social qui nous suit. » Voilà, j'ai répondu tout de suite « Merci pour tout ce que vous faites. » Et effectivement, vous bénéficiez déjà du dispositif, donc je pense que vous n'allez pas rentrer dedans. Pour la CPTS et les professionnels de santé, donc sur les 81 personnes repérées par le SDIS, 6 ont refusé le dispositif, 6 sont décédés, 4 ont été placés en EHPAD, 4 sont sans médecin traitant. Donc en fait, une des missions aussi des CPTS, c'est l'accès aux soins et l'accès à un médecin traitant. Et en fait, on peut quand même se réjouir d'un tout petit nombre de patients sans médecin traitant. L'âge moyen des patients repérés est à peu près de 83 ans. Donc on a souvent affaire à des gens polypathologiques en ALD et la priorité pour la CPTS, c'est de trouver un médecin traitant à ces patients en ALD.
Donc, 2 cas de figure. Pour 2 d'entre eux, un médecin a été trouvé par l'accès aux soins de la CPTS. Et pour 2 autres d'entre eux, on a fait le choix de collaborer avec le dispositif d'appui à la coordination, puisqu'on a la chance d'avoir un DAC médicalisé en Eure-et-Loire. Et donc, ce DAC médicalisé a permis de débloquer la situation et les demandes d'APA ont pu se faire grâce aux médecins du DAC, puisqu'on a choisi de qualifier le patient complexe comme le patient sans médecin traitant. Pour nous, en tout cas, c'est un cas complexe. 46 bilans santé ont pu être mis en place par les médecins traitants en collaboration avec les infirmières azalées. On a la chance aussi sur notre territoire que 60% de nos médecins traitants travaillent en coordination avec des infirmières azalées, qui sont des infirmières de santé publique formées à l'éducation thérapeutique et donc qui assurent le suivi des pathologies chroniques pour les patients avec lesquels elles ont signé un protocole de coopération. Et puis, forcément, on a toujours des bilans qui ne sont pas revenus parce que les médecins, voilà, on ne peut pas demander à un médecin d'exiger, voilà. Donc, on a quand même, enfin, ce qui est important de se dire, c'est que le patient est au centre de la prise en charge. On a une meilleure prise en charge par le médecin parce qu'il est informé de la chute, alors que la plupart du temps, les gens veulent surtout pas que le médecin soit au courant parce qu'ils ont peur qu'il le place. Donc, on n'informe surtout pas le médecin de la chute. Il y a un recueil de données administratives, médicales et iatrogéniques qui est fait, puisqu'on est passé, en fait, on élabore une pochette de coordination ville-hôpital. Alors certes, c'est un outil matérialisé sur lequel on est repassé, mais aujourd'hui, notre hôpital de proximité ne peut pas lire un DMP à 2 heures du matin. Et vous savez comme moi qu'un patient qui est victime d'une chute et qui est sous anticoagulant ne se prend pas en charge de la même façon qu'un patient qui n'est pas sous anticoagulant. Et quand l'urgentiste reçoit le patient et qu'il ne sait pas quel traitement il a, c'est plus compliqué pour lui de le prendre en charge. Donc en fait, cette pochette qui est faite par le médecin traitant en collaboration avec les professionnels de santé du secteur va recueillir les données administratives, mais aussi la dernière ordonnance, le volet médical de synthèse, de façon à permettre aux médecins urgentistes, si la chute engendre une hospitalisation, de pouvoir prendre le patient en charge dans la globalité, dans de meilleures conditions. On a une collaboration étroite avec les infirmières azalées, le rôle central du référent de la CPTS qui va orienter et chercher à du coup, informer le médecin, le pharmacien traitant, l'infirmière traitante pour une prise en charge globale. Et puis forcément, c'est des liens avec les structures telles que les DAC, les SIAD, les CRT et un accès aux médecins traitants optimisé. Ce qu'il faut vraiment bien prendre en compte, en fait, c'est qu'au niveau de la CPTS, c'est l'assistante qui prend le listing de tous les patients et qui n'envoie les informations qu'aux médecins qui ont concerné et qu'à l'infirmière qui est concernée. En termes de préservation de la confidentialité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce n'est pas accessible à tous les médecins et à tous les infirmiers de la CPTS. J'insiste là-dessus. Alors, ce dispositif, en fait, s'intègre dans un parcours de soins qui est le parcours de maintien à domicile. Donc, en plus du repérage SDIS, on demande aux professionnels de santé du territoire, eux aussi, de faire un repérage, ce qui nous amène à avoir un peu plus de chiffres et un peu plus de patients repérés vulnérables, puisqu'en fait, on retrouve nos 81 personnes de la prévention secondaire repérées par le SDIS, mais en fait, on a aussi un repérage par les professionnels de santé qui s'élève à une quinzaine de personnes en prévention secondaire parce que le patient soit a été relevé par son infirmière, par son kiné, ou soit il a confié en tout cas à un professionnel qu'il avait chuté, qu'il avait été relevé par un voisin, par une auxiliaire de vie ou quel que soit. Et on a 84 personnes en prévention primaire. Donc ça, c'est des patients qui n'ont pas encore chuté, mais qui sont instables, que le kiné a repéré, que la pédicure podologue a repéré, que l'infirmière a repéré, le pharmacien. Et en fait, sur notre réseau social d'entreprise, on peut aller déposer en tout cas le patient vulnérable de façon à ce qu'il soit pris en charge et qu'il rentre dans le parcours de soins de la CPTS. Et notre travail pour 2025, ça va être de rentrer dans ce parcours tous les patients qui ont été hospitalisés avec un motif de chute. On a appris qu'à peu près 400 entrées à l'hôpital de Châteaudun étaient pour motif de chute. Donc en fait, ce qui est important, c'est de repérer ces gens pour qu'à leur sortie, ils puissent bénéficier du même parcours et ne pas rechuter, puisque sinon, en fait, ils ressortent et si le problème est la marche entre le salon et la salle à manger, la marche elle restera la même à leur retour à domicile. Donc voilà, c'est notre objectif 2025.
Donc côté MDA, déjà il y avait une question que la MDA se posait, et notamment le conseil départemental, c'était de savoir rapidement en fait si les gens étaient connus ou pas connus du dispositif. Alors il y a deux raisons à cela, c'est-à-dire que en fait c'était de savoir quelle était la proportion de gens qui passaient sous les radars. Et le deuxième élément, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'on est en train de repérer une file active qui pour l'instant budgétairement n'a pas été prévue. Et dans le contexte actuel, avoir des lignes budgétaires qui arrivent un petit peu brutalement, ça inquiète tout le monde. Et ça inquiète tout le monde. Donc pour nous, c'était important ces chiffres-là. Donc en fait, 69% des patients, soit 56, étaient déjà connus des services. 25 ne l'étaient pas. Parmi celles qui étaient déjà connues, donc 5 sont décédées durant la période. 11 ont été accueillis en EHPAD ou en foyer. Donc c'est vraiment des gens, souvent c'était des multi-shooters. 40 ont pu être maintenus à domicile. Sur les 40 personnes, une seule a refusé la venue du travailleur social pour la réévaluation de ses besoins. 36 ont connu une nouvelle visite, une réévaluation des droits, et dans 17 cas, les droits ont été revus à la hausse. Ils n'ont pas de réévaluation périodique de prévu. Il faut que les gens les demandent. Et en fait, la perte d'autonomie, c'est comme nos enfants qui grandissent, c'est un petit peu tous les jours, et si on ne prend pas des photos régulières, on ne s'en aperçoit pas. Donc pour certains, donc, augmentation du nombre d'heures d'aide à domicile, portage des repas, préconisation de téléalarme. Pour ceux qui n'étaient pas connus, 4 sont décédés. 11 ont refusé la visite du travailleur social. Alors, il y en a, ils commencent à la dire d'accord, parce que quand ça fait 6 chutes, ils finissent par comprendre. 1 était déjà en EHPAD, mais en fait, il est tombé lors d'une visite à domicile. 3 ont reçu des conseils, 5 ont connu une première évaluation. Sur les 5 personnes évaluées, il y en a une qui a été prise en charge au titre de l'assurance maladie. Alors là, c'est très technique. C'était un GIR 5, donc il y avait des droits que le conseil départemental ne pouvait pas couvrir. Les autres ont eu un plan d'aide à domicile et un plan d'aide important. On est entre 19h et 61h mensuelles. Donc il fallait le faire. Mise en place de portage de repas à domicile pour 3 d'entre elles. Les points forts. Comme vous l'avez dit toi-même, tout à l'heure, il y a bien une diminution de la récidive des chutes. C'est objectivé et ça se confirme. On a une diminution du nombre de multi-shooters. On a un accès aux médecins traitants pour des patients sans médecin traitant aujourd'hui. Les pochettes de coordination ville-hôpital, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est le dossier de liaison qu'on a avec les EHPAD habituellement. Je continue à faire des gardes. Et pour les patients les plus fragiles, aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui permettront une meilleure prise en charge si jamais ils vont à l'hôpital pour une raison ou une autre. La MDA, sur les refus, aujourd'hui, envoie un courrier systématique pour indiquer qu'on a bien acté le refus, mais que la porte, elle est grande ouverte et que les gens ils peuvent rappeler. Dans les points améliorés, je te laisse... Donc les points améliorés sont pour, en tout cas, la CPTS, le développement de l'activité physique adaptée à domicile. Forcément, ça a des limites à cause de son coût. On cherche des cofinancements et qui commencent à voir le jour pour financer maintenant un deuxième éducateur en activité physique adaptée sur la CPTS. Aujourd'hui, les médecins généralistes prescrivent l'APA de plus en plus parce qu'ils y voient vraiment un bénéfice sur le maintien de la stabilité, etc., les exercices, en tout cas renforcement musculaire pour nos personnes âgées à domicile. Il y a un gros travail à faire sur le renforcement de l'offre d'aide à domicile. Et puis, on a choisi de prioriser, en tout cas pour l'instant, la prévention secondaire au détriment de la prévention primaire, même si on y travaille, tout à fait. Donc le système, je pense que là, vous voyez, c'est un petit peu plus complexifié. Donc le patient chute, il est pris en charge par le SDIS. On a tout le volet médical avec en pluriprofessionnalité, le DAC qui peut intervenir selon les besoins, et puis tout le volet social avec les dossiers d'APA et puis toutes les aides qui peuvent être mises au domicile. Donc ça, on maîtrise. C'est vraiment un parcours qui est bien identifié avec une file active de plus de 200 patients. Et puis on a toute cette partie un peu nébuleuse avec toutes ces associations qui voient le jour, avec des financements complètement différents. Des gens ne vont pas savoir forcément à quoi ils peuvent avoir droit parce que ça va être fonction de leur âge, fonction de leurs revenus, fonction de leur lieu d'habitation, fonction de leur degré de dépendance, GIR, etc. Et en fait, notre rôle va être de coordonner un petit peu tout ça pour pouvoir faire bénéficier pour chacun le meilleur qui existe sur le territoire, en tout cas. Les perspectives à notre niveau, alors moi pour le SDIS, c'est essentiellement dématérialiser la fiche de signalement
d'intervention où on a relevé une intervention à caractère social. Moi, pour tout vous dire, là, je travaille en fait en parallèle sur 2 sujets, le dispositif de prévention secondaire des chutes, mais aussi les signalements des interventions à caractère social. Il y a beaucoup de SDIS qui travaillent là-dessus actuellement. Par exemple, syndrome de Diogène, difficultés liées au logement, violence intrafamiliale, etc. Donc, on a travaillé là-dessus et l'outil est enfin, j'ai envoyé le paramétrage à l'éditeur. Nous, on travaille avec COP. Et donc là, c'est vraiment notre point amélioré. Pour le CD, pour le conseil départemental à MDA, MDSC, c'est renforcer la logique de dites-nous une fois, parce qu'ils sont aperçus que dans leur organisation, parfois, il fallait qu'il y ait 3 travailleurs sociaux pratiquement qui appellent ou qui passent pour avoir l'ensemble des éléments, avec des zones redondantes et des zones où il fallait vraiment que ce soit un, parce qu'il n'y a que lui qui posait la question. Donc là, il y a, par rapport au système et son efficience, au sens large du terme, je pense qu'ils voilà, ont des éléments sur lesquels retravailler. Au niveau de la CPTS, on a intégré récemment un canton qui est dans le département voisin. C'était un canton qui était en zone blanche, donc qui n'appartenait à aucune CPTS. Et donc, ils ont fait le choix de demander à la CPTS Sud 28 de les inclure, de façon à bénéficier des parcours de soins pour les patients de leur territoire. Donc, charge à nous aujourd'hui de développer le même dispositif avec un département voisin. Donc, qui dit département voisin dit interlocuteur voisin différent, donc avec le SDIS 45, le conseil départemental 45, le DAC 45. Donc, ça va être notre travail de l'année prochaine. Et l'avenir pour le département, alors il ne faut pas oublier que sur la période, on a fait 616 relevages en dehors du secteur de la CPTS Sud 28. Donc, c'est des gens qui aujourd'hui ont été remis dans leur fauteuil, dans leur lit. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. On a prévu une extension progressive en fait sur l'ensemble du département, en cédant en fait de l'inter-CPTS qui vient de se créer récemment, puisque sur le département, on est couvert à 100% par 6 CPTS différentes. Et justement, ce déploiement progressif sur les différents territoires pour pouvoir assurer une montée en charge qui correspond aussi au territoire des MDSC va se faire petit à petit. Sur le dispositif, je suis comme tout le monde, j'ai fait du benchmarking, et s'il y a des gens du Cher dans la salle, qui étaient peut-être là ou qui sont partis, je les remercie, voilà, parce qu'en fait, sur la fiche de signalement à caractère social et sur la construction initiale de la convention, on s'est énormément inspiré de la leur, même si on l'a détourné dans l'objectif de la prévention secondaire. Donc, je déposerai sur Resana convention les différents outils, les flyers, la fiche de signalement et le paramétrage de la fiche bilan numérique pour que vous puissiez bénéficier, vous aider éventuellement des outils qu'on a pu développer et utiliser sur cette phase d'expérimentation. Merci à vous. Merci.